Nous voici dans ces deuxièmes actes pour parler justement de la question économique de la République démocratique du Congo, après bien évidemment cette pandémie de coronavirus. Visiblement, cette pandémie n'a pas que pris de vie, mais également des économies. Vous le savez, même les plus grandes économies, particulièrement en Afrique, l'Afrique du Sud, le Nigeria, ont décidé aujourd'hui d'aller demander l'assistance de la Banque mondiale et les autres institutions de Bretton Woods. La RDC, pourtant, était dans le programme bien avant, mais avec beaucoup de difficultés, n'arrive pas à satisfaire aux desiderata de ce bailleur de fonds. Mais finalement, après tout ce qui sévit en République démocratique du Congo, la question monétaire continue à faire couler beaucoup d'encre et salive. La question, en tout cas sociale, n'en parlons même pas aujourd'hui. Quelles sont les solutions favorables pour que la République démocratique du Congo puisse se retrouver le chemin encore tant soit peu stabiliser sa situation économique qui jusqu'à aujourd'hui continue à broyer du noir. Et aujourd'hui, pour en parler, nous avons avec nous un spécialiste, quelqu'un qui est très connu dans le monde de l'économie. Il s'agit d'Alki Tengue, c'est un économiste, mais également un stratège sur cette question-là. Avec lui, on va essayer de parler un peu de la situation de la République démocratique du Congo. On va poser les fondements en faisant un diagnostic, peut-être pas général, mais à un certain niveau. Et puis après, on va discuter de quelques solutions pour voir dans la mesure du possible comment redresser la courbe économique de la République démocratique du Congo. Alki Tengue, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Alors, c'est comme je le dis de l'entame, il faudra qu'on pose déjà un diagnostic de la situation générale de l'économie en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en tant qu'expert, quelles sont les plus grandes faiblesses, au-delà de ce qu'on nous raconte toujours, le problème d'improductivité? C'est vrai que ce sont des éléments très essentiels, mais en quelques mots, quelles sont les plus grandes faiblesses de l'économie de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup et je voudrais vous accueillir ici et faire de cette période d'échange une période d'intelligence collective. Et je vais dire des choses dans des mots simples pour que tout le monde les comprenne. Voilà. La première des choses, c'est que nous sommes à 60 ans d'indépendance. Le fait est que nous n'avons jamais planifié notre développement et le résultat, c'est qu'il n'est jamais venu. Un pays qui vit sans plan stratégique de développement expédie les affaires courantes. Et nous avons fait ça pour mille et une raisons, de manière récurrente. Ça veut dire qu'en fait, si nous voulons pour les 40 prochaines années planifier notre développement et l'avoir de sorte qu'à 100 ans d'indépendance, nous ayons la fierté de dire à nos enfants, à nos petits-enfants que nous avons réfléchi à ce pays, et nous leur léguons un pays qui marche comme nous voulons qu'il marche. Il va falloir qu'au-delà de l'amour propre, au-delà de la politique, la nation se parle et qu'elle décide de comment nous voulons vivre ensemble. Ça, c'est une question de philosophie et de sociologie. Par contre, du point de vue économique, 3 erreurs fondamentales ont été commises. La première, c'est de penser que nous étions un pays à levier minier. Non, nous ne sommes pas un pays à levier minier. Pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que les mines sont épuisables. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de mine sans énergie. Maintenant, je voudrais dire que lorsque vous êtes un pays, vous travaillez avec ce qu'on appelle votre avantage comparatif ou un avantage stratégique. Le plus grand avantage stratégique pour la RDC, encore une fois, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas la forêt, ce ne sont pas les mines, c'est l'énergie. Le potentiel hydroélectrique dont nous sommes porteurs dans ce pays dépasse tous les potentiels miniers possibles. Et tout le monde sait très bien que si nous avons de l'énergie, nous pouvons donc avoir un développement intégré. Mobutu, à l'époque, a fait 2,8 gigawatts de potentiel Inga 1 et 2. On a dit qu'il a fait un éléphant blanc, simplement parce qu'il n'en avait pas le programme. Vous savez, et je le dis de manière stratégique tout le temps, c'est que une production d'énergie électrique sans réseau ne sert absolument à rien. Nous devrions avoir ici la capacité d'amener le courant dans les 145 territoires, au moins, pour que nous ayons la capacité de pouvoir transformer et créer des industries dans toutes ces parties du pays. À partir de ce moment-là, il devient possible de pouvoir parler de l'économie nationale. Donc, première erreur de choix stratégique. Deuxième erreur, c'est de penser que nous pouvons reproduire l'esclavage sur nos propres frères. La plupart des gens qui vivent en milieux ruraux, en fait, à un moment donné, on les oublie. L'argent de la République est dépensé dans les milieux urbains. À partir du moment où il y a eu une inclusion complète due aux télécoms et à Internet, pour être en mesure de faire la demande rurale une demande citoyenne, le pays est complètement perdu.
Et donc, après, on commence à se rendre compte qu'avec la crise et la pandémie de Covid-19, on était un pays malheureusement extraverti, qui est en fait la troisième erreur. Ça veut dire qu'en fait, on pensait qu'on pouvait tout importer de l'extérieur. Okay. Quand il y a une crise comme celle-là, tout le monde s'arrête, et nous avec, et on s'aperçoit que nous n'avons même jamais pu nous organiser pour être en mesure de nous prendre en charge de manière sérieuse et intégrée. Et je crois que lorsque vous avez regardé ces trois éléments, il y a quelque chose qui transparaît. C'est le fait que, étant donné que notre économie est essentiellement extravertie, elle devient dollarisée, ça devient presque une étiquette, et nous avons comme l'impression que c'est quelque chose de bien. Il n'y a rien d'aussi ridicule que d'être une économie qui est tenue par une monnaie d'autrui. Parce qu'en fait, la monnaie est la traduction de l'économie. Étant donné que nous avons une économie dollarisée, la réalité c'est que nous importons des choses dont nous n'avons même pas besoin, au lieu de les produire localement. Si nous les produisions localement, on n'aurait jamais eu besoin du dollar. Toute la question est celle-là. Très malheureusement, leadership politique après leadership politique, les gens ont gardé les choses de la même manière. Mais il y a des raisons pour ça. Regardez, notre économie est essentiellement tenue par, à l'époque, les Blancs, et puis les Libanais, et puis finalement les Indiens aujourd'hui. Et tous, ils ont le même le modus operandi. Ils opèrent de manière à pouvoir expédier leurs revenus dans leur pays d'origine. Et donc, pour ça, il y a plusieurs artifices qui sont mis en place. Mais ça ne peut pas se faire dans un pays sans la complicité du personnel politique, sans la complicité de leadership interne. Et c'est pour ça justement que vous vous rendez bien compte que nous sommes dans une situation où on s'aperçoit que nous sommes poignardés dans le dos par nos propres fils. La question de cette saleté de moralité que nous avons sur la table avec, par exemple, cette question d'exonération frauduleuse et les détournements que nous apprenons ci et là. Et ça, c'est des choses qui démontrent clairement qu'il n'y a absolument rien qui peut se faire chez nous sans nous-mêmes. Et lorsque vous regardez à l'Est, par exemple, nous avons une centaine de groupes armés. Tous, ils sont adossés sur des réserves minières artisanalement exploitées et donc des endroits dans lesquels nous n'avons pas d'emprise. La réalité, c'est que si nous désirons regarder pourquoi l'économie ne marche pas, la raison est la même qui justifie pourquoi le pays tout entier ne marche pas. Je vais vous donner des chiffres pour que nous soyons en mesure de nous entendre. Nous avons près de 150 à 180 000 policiers. Pour un pays comme celui-ci, ça ne va pas. On ne peut pas avoir 180 000 policiers. Nous devrions avoir 5 fois plus que ça. Nous avons une armée qui ne dépasse pas le million de personnes. Nous devrions en avoir 3 millions. Vous pensez qu'il n'y a pas de raison dans la mesure où il n'y a aucune raison. Le fonds, la caisse de l'État ne permet pas. Je vais y arriver. Nous n'avons pas suffisamment de fonctionnaires de l'État et les gens vous disent nous avons une surpopulation dans la fonction publique. Non, on n'a pas une surpopulation dans la fonction publique. Le fait est que tout le monde veut rester à Kinshasa, à Lubumbashi et dans les grandes villes. Le pays, il est à 80% rural. Un peu enclavé. Non, il n'est pas enclavé, il est tout simplement abandonné. Ça a été le choix politique des dirigeants de ne pas s'occuper de la partie rurale jusqu'au moment où nous avons commencé à avoir des groupes armés qui, en fait, viennent prendre les espaces où nous n'avons pas de contrôle et où les voisins commencent à entrer et à prendre des espaces où nous n'avons pas de contrôle. En fait, la question est de dire aujourd'hui quel est le contrat social que nous avons avec la majorité de notre population. Regardez ce qui se passe dans les élections. Au moment des élections, il y a des gens qui habitent Kinshasa, qui vivent à Kinshasa, dont les familles sont à Kinshasa. Ils rentrent dans les villages de leur père pour aller prendre le suffrage des gens qui sont censés être représentés par des autochtones, des gens qui vivent là-bas. C'est de l'escroquerie pure et simple. La même escroquerie que nous avons dans le secteur économique, c'est celle-là que nous retrouvons dans le secteur politique. La réalité, c'est que si nous désirons faire avancer le pays, on doit changer. Et en 60 ans d'indépendance, nous avons aujourd'hui l'obligation de nous arrêter, de nous interroger. Et avec la crise de la pandémie de Covid, nous avons une opportunité, j'ai envie de dire, de nous arrêter pour être en mesure de nous interroger sur comment nous désirons vivre ensemble. Et si vous le désirez, je peux donner quelques pistes pour être en mesure de vous dire dans quelle direction on va aller. On va y arriver, on va aller, puisqu'on a fait le choix d'être pédagogique. Mais avant de poser la prochaine question, j'ai envie de me rassurer que j'ai bien compris. En quelque sorte, est-ce que la phrase ou encore la thèse qui dit que l'ensemble des efforts économiques de la RDC sont faits dans un esprit de survie est plausible? Survie, ce serait encore sérieux et crédible. Nous nous débrouillons, nous bricolons, c'est ça la vérité. Donc c'est encore pire que ça. Et regardez des exemples simples, c'est que vous avez les hôpitaux que nous avons hérités, dont nous avons hérité de la colonisation, regardez dans quel état ils sont. Nous n'avons pas été capables de construire mieux, si pas égal, et nous n'avons même pas été capables de maintenir. Regardez les écoles, toutes les grandes écoles que vous connaissez dans la ville ici, elles ont été construites du temps de la colonisation. En 60,
60 ans, on n'a même pas été capable de les maintenir. Ça, c'est des choses qui montrent clairement l'échec collectif et il faut l'assumer. Il y a plusieurs raisons à tout ça. La réalité, c'est qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. À l'époque, les gens pensaient que quand vous avez, à titre individuel, accumulé de l'argent, d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas exposé aux mêmes problèmes que tout le monde. Alors, le coronavirus est venu nous démontrer justement que personne ne pouvait aller là où les gens vont pour se faire soigner, parce que très malheureusement, là-bas, la situation était pire et les frontières étaient de toute façon fermées. Et on s'est aperçu que si nous n'avons pas une capacité de former correctement le capital humain chez nous, la compétitivité va baisser. Et aujourd'hui, nous avons un pays des personnes pauvres, c'est pour ça que nous avons un pays pauvre, parce que malheureusement, c'est un choix, mais un choix qui n'est pas réfléchi. C'est un choix d'égoïsme, c'est un choix de mauvais leadership et de mauvaise sociologie politique. C'est rien que ça. Alors, justement, puisqu'on a posé le fondement, maintenant la grande question c'est qu'avec les cumuls, avec toutes ces années d'erreurs et puis de mégission et tout ce qu'il faut, décidément il faut commencer par quelque part. Si aujourd'hui la possibilité donnée à Alkitenge, quel est le levier principal sur lequel on peut se reposer justement pour commencer à redresser ces problèmes? Parce que je sais que ce n'est pas un truc faisable. Le premier levier, c'est de briser l'égoïsme qui caractérise le Congolais à tout point de vue. Lorsque vous demandez à 10 Congolais de se mettre ensemble pour travailler sur quelque chose, c'est très difficile. Il commence à y avoir des exceptions. Lorsque vous mettez les partis politiques pour travailler ensemble, il y en a 1000 dans notre pays. Ce qui montre clairement la déliquescence de la capacité managériale du personnel politique. Comment vous pouvez être un pays à 1000 partis politiques? Vous avez donc 1000 façons de réfléchir sur un seul problème. Il y a un problème d'incompétence sociale collective. Ce genre de choses, il faut les régler. Ce que je disais, c'est qu'il faut arriver à briser cet égoïsme que nous avons. Ici, regardez ce que nous avons en termes de structure politique. Nous avons telle politique de tel monsieur, tel autre parti politique de tel autre monsieur. On a des partis politiques qui appartiennent à des individus. Et donc, notre capacité à regarder et à arbitrer collectif est très, très limitée. Et c'est la première maladie qu'il faut guérir. La deuxième, il faut nous doter d'un plan stratégique qui se base sur notre capacité à créer un environnement où nous avons des hommes en compétitivité élevée. Les hommes de bonne compétitivité, c'est des gens qui sont en bonne santé et des gens qui sont formés. Voici les deux éléments qu'il faut être en mesure de mettre en place pour être en mesure de créer une forme de développement que la communauté va porter. Okay. Si nous ne portons pas notre développement, si nous commençons à être développés et nous n'avons pas des gens développés, les gens des autres pays vont venir et ils vont venir l'opportunité pour les autres. Exact. Et c'est ça la situation dans laquelle plus ou moins nous sommes. Notre désordre profite à un certain nombre de personnes. Notre ordre également, si nous le mettons en place et qu'il devient performant et qu'il est performant sans que nous n'ayons la capacité d'investir dans le capital humain, nous allons avoir des opportunités qui vont arriver, mais qui vont être saisies par d'autres. J'ai quand même envie de poser cette question très technique. Est-ce finalement on n'a pas conscience de tout ce problème ou comment expliquer un État qui vit dans une situation telle que vous venez de le décrire, se permettre aujourd'hui de prendre des initiatives pour aller dans ce que j'appelle moi de marcher pour aller servir les autres, le zone des libre-échange. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo a quand même conscience qu'il ne peut pas se permettre ce genre d'initiative pour l'instant? Ce qu'il y a de beau dans ça, et moi je suis tout à fait opposé à ce que vous dites, il nous faut aller dans une dynamique qui nous change. Des fois le changement est exogène, des fois le choc exogène vient perturber l'ordre établi et ça vous donne la possibilité de regarder dans une autre direction. Moi je donne des exemples simples. Aujourd'hui, pendant que vous et moi nous parlons, nous avons un code fiscal, j'ai envie de dire, maladroit et fou. Il superpose des textes les uns sur les autres à la limite. À quel niveau, puisqu'on dit que c'est en deçà de la moyenne africaine? Non, ça c'est la pression fiscale. La pression fiscale, exactement. Et ça c'est lié au simple fait que nous n'avons pas d'administration qui peut saisir. Veiller à la traçabilité de ce fonds. Mais la fiscalité sur les entreprises est folle. J'entendais mon ami Lenny Ilondo dire dernièrement sur Top Congo que dans le secteur du ciment, ils ont 63 taxes et impôts. À quel moment vous allez vous en... Mais c'est juste pas intelligent pour un pays comme le nôtre. Ce n'est pas acceptable. Pendant que nous on est en train de parler de ça et que notre code fiscal, c'est une superposition des taxes très contradictoires, Brazzaville a choisi pendant 3 mois de se concentrer à simplifier complètement leur système fiscal. Mais ça, nous devrions faire depuis 2 ans. Nous avons même eu un forum sur ça. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de mettre en place les décisions que nous prenons tout seuls. Et je crois que c'est sur ce genre de choses que nous devons être en mesure de regarder l'efficacité de l'État. Moi, je pense que le changement politique que nous avons connu nous donne une opportunité supplémentaire, en plus du fait que nous avons eu les 60 ans d'indépendance, nous avons eu la pandémie de coronavirus, et on a un nouveau président. Trop de choses nouvelles ensemble qui peuvent nous permettre de nous questionner sans avoir honte. Nous avons échoué pour des raisons évidentes.
je rigole toujours avec des jeunes personnes comme vous en disant, est-ce que vous savez que dans cette ville, il n'y avait pas de murs? À quel moment on a commencé à mettre des murs pour clôturer les parcelles? Et c'est ce genre de choses. Pourquoi vous allez vous mettre vous-même dans une prison? Parce qu'à partir du moment où vous clôturez votre maison, vous vous mettez en prison. N'importe qui peut entrer, vous faire du mal, et vous ne saurez même pas jouir du bénéfice de votre voisinage. Ouais. Et le jour où nous allons commencer à baisser les murs pour être en mesure de nous regarder, de partager les bienfaits, ça va changer. Et je pense que c'est dans cette direction qu'on va devoir aller. Je ne crois pas que nous soyons individuellement bêtes. Non, non, non. On a des individualités intelligentes, mais lorsqu'on nous met ensemble, le logiciel vaut zéro. Nous sommes un des pays où on ne se gêne pas d'avoir autant d'enfants dans la rue et d'avoir des personnes vivant avec handicap qui sont carrément converties en mendiants, alors que la force d'un pays, c'est de savoir s'occuper des forts et des faibles. C'est de savoir mettre en place un système qui donne une chance à tout le monde. Je dis toujours ça de manière risible, je dis, si vous naissez avec le talent de Messi, mais vous naissez à Boulungu, vous allez mourir avec votre talent. Si vous naissez avec l'intelligence de Einstein, mais vous naissez à Katakokombe, vous allez mourir avec vos mathématiques par manque d'opportunités. Et chaque jour qui passe, nous avons des champions qui meurent ici dans toutes les disciplines. Figurez-vous que nous sommes les champions d'Afrique de basketball. Nous n'avons même pas un seul terrain de basket. Qu'est-ce que nous ne serions pas si nous avions un véritable terrain de basket qui répond aux normes? Si nous avions un système? Et c'est ce genre de choses que je dis tout le temps de manière simple. Nous avons deux choses fondamentales qui sont de l'autre côté. Nous avons un territoire large, que n'ont pas beaucoup de gens, et nous avons une population jeune et en grand nombre. Et je pense que ces deux leviers peuvent être utilisés pour être en mesure d'avancer. Mais il faut planifier cela. Le drame, c'est que la plupart des fois, on a passé le temps à boucher les trous. On a joué aux sapeurs-pompiers. Et c'est ridicule et honteux. Il est important aujourd'hui que nous comprenions que n'importe quel pays ne peut évoluer que lorsqu'il met l'économie au-dessus de la politique. Nous sommes dans un pays où les politiques sont au-dessus de tout et ils confisquent tout. Et le jour où nous allons comprendre que non, la science est très importante, il faut écouter les scientifiques, il ne faut pas les prostituer. Il faut leur demander leur avis sur les choses fondamentales. Les opérateurs économiques sont très importants parce qu'eux, ils créent des entreprises, ils créent des emplois et ils créent des richesses. Et nous serons en mesure de comprendre. Je vais vous donner juste un chiffre pour parler des entreprises. Nous avons au grand maximum enregistré au guichet unique des entreprises près de 60 000 entreprises. Un pays comme la France en a 4 800 000. L'Allemagne en a 7,5 millions. Vous vous rendez bien compte qu'on a un très sérieux problème. On n'a pas de machine pour créer des richesses. Ce genre de réalité devrait être en mesure de nous interpeller. Moi, je suis toujours gêné lorsque je prends un véhicule pour aller du côté de Matadi, parce qu'entre Kinshasa et Matadi, il y a deux pôles qui se parlent, mais tout au long du chemin, il y a des êtres humains qui vivent comme des animaux. Et ce sont nos frères, ces gens. Et c'est ça la réalité. Et le jour où nous comprendrons que ces gens ont la capacité de contribuer à l'économie du pays, nous aurons un véritable PIB, parce qu'en fait, le véritable PIB, c'est le PIB par habitant multiplié par le nombre de personnes que nous sommes. Mais si 80% de notre personnel ne travaille pas, ne contribue pas, nous aurons 20%. Si en plus, dans ça, la grande partie travaille dans l'informel, on ne peut pas donner des résultats, on ne peut pas structurer des filets sociaux. D'ailleurs, c'est la question que je voulais poser. Est-ce que cette propension à l'informel n'est pas justement la résultante de cette faiblesse au niveau de l'État? La résultante, peut-être pas, mais la conséquence. Parce qu'en fait, toutes les solutions informelles arrivent quand il n'y a pas de solution structurée. Regardez une ville comme celle-ci, 15 millions de personnes, nous produisons énormément de déchets et aujourd'hui, les déchets sont des carburants pour être en mesure de produire de l'électricité. Et aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités dans le secteur du recyclage, de la réutilisation, mais également de la conversion des déchets. Mais non, on laisse encore ça entre les mains des pousseurs de chariots qui collectent les déchets et qui vont les jeter dans l'eau. Et nous allons investir de l'argent pour purifier l'eau que nous avons nous-mêmes salie. En fait, il y a un très sérieux problème de logiciel social. Et je crois qu'en termes d'intelligence collective, nous avons un très sérieux problème. Nous ne nous parlons pas suffisamment. Nous avons des gens intelligents d'un côté, nous avons des universités de l'autre, mais on ne fait pas parler les systèmes, les hommes politiques, la classe politique, les leaders politiques confisquent toute la gestion et c'est totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable. Alors, j'aimerais poser cette question. Puisque au centre, vous mettez un élément que moi j'estime un élément culturel, qui est le problème dans l'homme congolais, l'incapacité de se mettre ensemble pour réfléchir collectivement. Mais regardez aujourd'hui, si on veut décider d'aller mettre en place une stratégie, ça veut dire qu'il faut mettre ensemble les différents acteurs. Il faut mettre tous les acteurs, aussi bien les acteurs politiques qui s'opposent, et eux, ils ne représentent qu'une très petite partie de la population.
Et il faut le dire, ils ne représentent pas grand-chose. Ok. Allez regarder combien sont des gens qui sont politiquement actifs, ils ne représentent pas grand-chose. Il faut prendre en charge les 80% de personnes qui vivent en milieu ruraux. Ok. Ceux à qui la République n'a pas donné ce qu'elle devait lui donner pendant toutes ces années, il faut les prendre en compte. Il faut prendre la jeunesse aujourd'hui, ceux pour qui nous travaillons, parce que c'est eux qui ont tous les défis devant eux. Il faut prendre en Pour charge. ça, il faut commencer par renverser le rapport de force qui, jusqu'aujourd'hui, il faut le reconnaître. C'est une est question encore entre les d'éthique. mains. Soit vous confisquez parce que vous voulez vous servir, soit vous vous dites que vous êtes en mission publique en ce moment-là, vous devez servir les autres, donc vous devez poser un logiciel social logique. Et encore une fois, pour être aidés dans ça, les scientifiques sont très bien placés pour être en mesure de pouvoir établir un environnement dans lequel nous sommes en mesure de produire un autre système plutôt que celui que nous avons, qui est un système monstrueux. Alors, sur la question, au départ, vous l'avez déjà évoqué, on ne peut pas, en tout cas, poser l'ensemble du fondement pour l'avenir de l'RDC sur le secteur minier. Mais aujourd'hui, quel est le rôle qu'on peut attribuer à ces secteurs miniers qui, il faut le reconnaître, jusqu'à aujourd'hui est un levier très important sur le Il n'est un levier que pour une seule chose dans notre balance commerciale. C'est la seule matière qui nous permet d'avoir une quantité suffisante, enfin, je veux dire suffisante pour assurer l'importation des choses dont on n'a pas besoin. Okay. C'est en fait le pourvoyeur des devises. Pour l'instant, c'est le rôle. Un peu le capital productif. Non, pas du tout. C'est le capital du commerce extérieur. Productif, il l'est pour les miniers, parce que 90% de l'argent des miniers repart dans les pays d'origine des capitaux. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout le temps que le code minier nous a menti. C'est pour ça qu'on l'a arrêté pour faire un deuxième code minier. Les mines n'ont pas rendu à la République ce qu'était son espoir. La plus grande déception de l'ancien président Joseph Kabila, c'est le fait qu'il a vraiment pensé que le secteur minier allait lui permettre de pouvoir développer le pays, et quand il part, il regarde derrière lui, il a mal au cœur parce qu'il a tout fait pour que le code minier soit le plus attractif du monde, et notre code minier est le plus attractif du monde, mais c'était un mensonge. Mais c'était un mensonge dès le départ, tout le monde le savait. J'ai été parmi les rares personnes qui ont dit depuis le départ que nous ne pouvons pas développer les mines en envoyant à l'extérieur les matières premières ou les matières semi-transformées. Nous n'avons pas assez d'énergie pour être en mesure de pouvoir développer nos secteurs miniers. Dans notre stratégie minière, nous devrions donner des concessions au fur et à mesure que nous déployons notre capacité énergétique. Et donc, notre plus grand effort devrait être dans le secteur énergétique. Encore une fois, là, une faute des hommes politiques. Okay. Ils se sont eux-mêmes transformés en opérateurs miniers, et bien entendu, ils ont donné des concessions de manière aveugle. Au jour où je vous parle, il y a des gens qui détiennent des carrés miniers, mais qui n'ont aucune capacité de développer. Mais en fait, il fallait d'abord les avoir, parce qu'un jour, on peut les vendre à beaucoup plus cher. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, parlons de cette situation qui tient en haleine l'ensemble de Congolais, la question monétaire. J'ai presque envie de dire, la situation monétaire de la RDC est une situation qui donne de pincement au cœur actuellement. Quelle serait, à votre avis, la meilleure solution pour qu'enfin nous ayons une monnaie assez stable, même si elle est... Avant de parler de la solution, il faut parler du problème. Le problème est le suivant, c'est que notre économie est extravertie et notre économie est en grande partie dans l'informel. Ces deux mises ensemble, c'est une bombe. Vous ne savez pas ce qui se passe, qui fait quoi. Alors, les bandits économiques dans la ville détournent de l'argent et ils vont sur la place des marchés parallèles parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Ils posent des actes criminels, ils achètent des devises et ils sortent avec par l'aéroport dans des mallettes en ayant corrompu un certain nombre de personnes sur la voie. Et vous avez certainement vu, il n'y a pas très longtemps, on a arrêté quelqu'un qu'on a arrêté. Mais ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg qui est visible, mais c'est des choses qui se font de manière régulière. Vous savez par exemple que nos banques importent presque chaque mois des billets de dollars. Mais enfin, si ça ne se stabilise pas ici, si ça ne se remplit pas ici, ça va où? Il faut se poser la question. Nous importons des billets pour qu'ils sortent par la voie détournée. Et tout le monde le sait. Mais il y a un certain nombre de personnes qui n'ont aucun intérêt de stopper ça. L'une des choses qui caractérise la République démocratique du Congo, c'est l'indiscipline. Regardez sur la route notre indiscipline. Regardez nos hôpitaux. Nous avons des hôpitaux qui ne répondent à aucune norme. Nous avons des pharmacies qui ne répondent à aucune norme. Mais nous acceptons ça comme ça. Nous avons des véhicules qui ne répondent même pas au contrôle technique. Mais ils sont sur la chaussée. Nous avons tellement baissé le niveau de discipline collective, le niveau de standard, que bien entendu, notre économie ne peut pas être performante. Et si notre économie n'est pas performante, notre monnaie ne peut pas être performante. Maintenant, je reviens à la turbulence que nous avons connue il y a 2 semaines. Que s'est-il passé? Un vendredi ou un jeudi, la Banque centrale annonce que pour stabiliser la monnaie, qui était en train de perdre de la valeur, on va injecter 25 millions de dollars. Le week-end, on casse le taux de change
par une voie spéculative. L'objectif est que le lundi ou le mardi, quand la Banque centrale injecte cet argent, on l'achète à moins cher. Heureusement pour nous, c'est allé tellement loin comme en guerre, on sait comment on commence, on ne sait pas comment on termine. Et très malheureusement, l'opération n'a pas pu tenir comme il voulait. Et bien entendu, on a commencé à voir le taux de change remonter jusqu'à peu près à 20. Et la Banque centrale est en train d'observer avant de pouvoir utiliser les différentes armes dont elle dispose. Je crois encore une fois que s'occuper trop de la spéculation sur la partie monétaire est une erreur fondamentale. La seule chose qu'il faut arriver à comprendre, c'est que nous devons arrêter d'importer les haricots, on doit arrêter d'importer le riz, on doit arrêter d'importer les friperies, on doit arrêter d'importer des choses dont on n'a pas besoin. Concentrer l'essentiel de nos ressources dans la production locale et vous allez vous rendre compte que l'enrichissement collectif va s'améliorer sur le territoire congolais. Notre monnaie va retrouver de la valeur et nous allons devenir un pays sérieux. Aujourd'hui, on a besoin des devises pour importer en grande partie des produits pour les miniers. Quand vous allez regarder chez les miniers, en grande partie, c'est des produits pétroliers. Et après, vous regardez des choses comme la chaux. Nous importons de la chaux alors que nous avons du calcaire ici. Et donc, on peut produire de la chaux. Et c'est ce genre de choses sur lesquelles nous devons être stratégiquement positionnés pour être en mesure de nous donner des véritables réponses. Et encore une fois, pour faire ce genre de choses, il faut avoir une vision sur le long terme. Il ne faut pas arbitrer dans les 5 ans du mandat. Il faut être en mesure d'arbitrer sur le long terme. Et à partir de ce moment-là, il va être possible pour nous de pouvoir faire des choses qui consolident l'économie nationale et qui consolident notre capacité à pouvoir résister à tous les chocs, qu'ils soient internes ou qu'ils soient externes. Alors, cette question, je devrais la poser avant qu'on aborde la résolution de problèmes, et je trouve que je dois quand même la poser, cette question. Est-ce que justement cette faiblesse, ce logiciel, comme vous le qualifiez, social, n'est pas également aussi le fait de cet apprentissage qu'on a fait très mal de la gestion coloniale, parce qu'on a l'impression qu'on reproduit exactement le même schéma? Nous reproduisons le même schéma que les colons sur nous, nous le reproduisons sur nos frères qui sont dans les milieux ruraux. Encore une fois, sociologiquement parlant, c'est une erreur et une bêtise collective d'un niveau incroyable. Je ne peux pas comprendre que nous soyons fiers de rouler dans des voitures de luxe dans les grandes villes, tout en sachant que 80% de notre population vit dans des cases, dans des huttes et dorment par terre comme des animaux. Ce n'est pas acceptable. Moi, je pense simplement que n'importe quelle stratégie qui devrait être mise en place devrait commencer par rétablir cette équité où l'argent public devrait être dépensé dans les milieux où on en a le plus besoin et où on peut produire pour être en mesure de pouvoir alimenter l'économie congolaise. Vous savez, quand un jeune comme vous gagne 200 000 $ dans la ville de Kinshasa, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez en Europe. Si un jeune à Katakokombe gagne de l'argent, vous savez où il va venir? Il vient à Kinshasa. Et donc, moi, je pense que si l'État congolais réfléchissait de manière ne serait-ce que logique, il devrait investir tout l'argent dans les milieux ruraux, à la fois pour que ça ait des effets là-bas avant de venir en ville, mais aussi au fait de pouvoir attirer les meilleurs talents de notre pays dans ces milieux-là. Et c'est en attirant les meilleurs talents dans les milieux ruraux que l'on peut être en mesure de transformer les milieux ruraux. Sinon, 60 ans après, nos milieux ruraux sont dans l'état sauvage et ça va rester comme ça si nous ne changeons pas de stratégie. Vous voulez faire autre chose, il faut changer la manière de travailler, il faut changer les paradigmes. D'accord, il faut changer de paradigme. Actuellement, c'est presque le mot de l'actuel ministre de Finances, il faut changer de paradigme, on comprend bien ce qu'il veut dire, mais est-ce que le système actuel tel qu'il se présente maintenant, je veux presque prendre un exemple direct, la question de la Banque centrale du Congo, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, déjà sur le plan en termes structurels, cette institution doit changer? La Banque centrale du Congo chez nous est bien entendu le conseiller monétaire du gouvernement, mais il est également le surveillant du système financier. C'est deux métiers différents. Dans beaucoup de pays, il y a une autorité de régulation financière qui a un autre métier, et de l'autre côté, les questions de gestion monétaire qui sont des questions complètement... On a plus des commissions réunies. C'est exact. Et je pense que c'est une des choses qu'on devrait être en mesure de faire, surtout que maintenant on a libéralisé le secteur des assurances et que bientôt on va certainement avoir une bourse. Et à partir de ce moment-là, les rôles qui sont dévolus à la Banque centrale doivent être en mesure d'être spécifiés. Et il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, c'est que notre Banque centrale, si on l'arrêtait aujourd'hui, elle est en faillite. Elle doit être récapitalisée, tout le monde le sait. Et ça, ce n'est pas le plus gros problème. Je crois que le plus gros problème, c'est de décider comment nous voulons vivre ensemble. Je vais vous donner un exemple très simple. L'État congolais a une cinquantaine d'entreprises. Le Maroc a près de 3000 entreprises. L'État marocain a plus de 3000 entreprises. Juste pour vous dire que si l'État lui-même n'a pas un esprit entrepreneurial et si l'État lui-même se confine à la Gombe et dans quelques villes, il est très difficile que nous ayons la capacité de comprendre et de saisir l'entièreté de notre territoire et y opérer des opérations qui peuvent nous permettre de pouvoir donner des opportunités aux citoyens, mais également donc donner des opportunités à la République.
D'accord. Et puisqu'on parle de la question des entreprises publiques, est-ce qu'aujourd'hui il y a nécessité de pouvoir changer un peu la forme de ces entreprises en termes de On a gestion? déjà changé les entreprises, la forme des entreprises. On a décidé On a qu'elles l'impression deviennent. que dans le fond, On a, la, on la a gestion décidé que restait les entreprises deviennent des sociétés des sociétés commerciales. commerciales. Mais encore une fois, l'égoïsme du capital humain politicien a voulu garder les entreprises dans l'état où elles sont pour que des politiciens viennent à la tête et qu'ils les dirigent. On a bien vu que gérer une entreprise est un métier à part. Et le fait que l'entièreté de nos entreprises publiques soit en faillite devrait nous interpeller, et que les entreprises qui sont mixtes ne font jamais de bénéfices et donc nous n'avons pas de dividendes. C'est des choses sur lesquelles la question de la gestion du portefeuille de l'État devrait être mise sur la table de manière simple. Vous savez, moi des fois je rigole, nous avons une société qui s'appelle RVA. Elle gère une cinquantaine d'aéroports, dont pratiquement 2 ou 3 seulement sont plus ou moins viables. Tout le reste, c'est des aéroports en faillissement. Je pose la question de savoir pour quelles raisons on va avoir dans un pays comme le Royaume-Uni, chaque aéroport est une entreprise à part, avec un directeur général qui assure un plan de développement et un plan financier. Et moi, je pose simplement la question de savoir pour quelles raisons nous avons une quinzaine de métiers dans ONATRA, en fait, la SCPT, et c'est TP. Nous avons une quinzaine de métiers dedans. Pourquoi on ne saucissonne pas, on laisse des métiers spécifiques et on donne à des directeurs généraux pour être en mesure de développer des Il faut croire qu'on n'a pas la culture de la spécialisation. Mais pour quelle raison nous travaillons de manière généralisée, mais d'une manière extrêmement faible? Et alors après, vous allez vous rendre compte que même les meilleurs de nos enfants, quand on les met là-bas, en fait, ils donnent des résultats complètement mitigés. Et ce genre de choses, on doit être en mesure de se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Et tout le monde sait ce qui ne marche pas. C'est le fait de politiser tout dans ce pays. On politise la santé, on politise l'éducation, on politise les entreprises, mais c'est une véritable folie furieuse. À un moment donné, le chef de l'État devrait taper du poing sur la table en disant « le pays n'appartient pas qu'aux hommes politiques, le pays appartient à tout le monde. On doit être en mesure de s'assurer que nous avons de la performance au niveau bas. » Ce que moi j'appelle le niveau, c'est le niveau de la base. Et là où nous donnons une chance à chaque enfant, comme je disais tout à l'heure, que si un enfant est né avec les mathématiques, qu'on ait une échelle qui le monte dans la stratosphère pour qu'il soit en mesure d'exprimer profondément ses talents. Et si quelqu'un est né avec le football, qu'il soit exposé à un véritable terrain, une véritable balle, un véritable système, un véritable entraîneur, une véritable fédération qui lui donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer et gagner sa vie en fonction de ses talents. Alors, l'avant-dernière question avant de chuter, puisqu'on a parlé exactement de la question de la fiscalité qui est presque étouffante pour les autres, alors elle n'est pas seulement étouffante, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Dans tous les pays du monde, près de 50% des revenus viennent des revenus sur les individus, sur le travail des gens. Nous sommes dans un pays où seulement 5% des gens travaillent de manière formelle. Et donc, il n'y a aucune théorie logique qui peut permettre que nous progressions. Aujourd'hui, on a tendance à mettre la main sur l'argent des entreprises. Mais c'est l'histoire de la poule aux œufs d'œuf. Quand vous l'étouffez, vous avez tout étouffé. Et en fait, c'est cette logique qu'il faut simplement changer. Notre système fiscal n'est pas pro-entreprise. Exactement. Ma question était celle-ci, de savoir, vous avez peut-être parlé de l'exemple du Congo-Brazzaville, on ne peut pas faire du mimétisme parce que le Congo est tellement vaste que cela. Quelle serait la meilleure stratégie aujourd'hui? Parce que cet élément est également un élément essentiel pour inciter également le jeune ou encore les autres PME, les gens qui peuvent aller dans le monde entrepreneurial. Quelle serait la solution en fait? La solution est la suivante. Oui. Il faut poser l'impôt sur l'individu et pas sur les entreprises. Je suis convaincu que vous n'avez pas un numéro individuel d'impôt. J'en ai comme beaucoup de citoyens. Comme beaucoup de citoyens. Okay? Ça veut dire qu'en fait, vis-à-vis de l'État, vous êtes complètement irresponsable et donc vous n'avez pas de droit à demander. Vous rendez-vous bien compte, il n'y a pas de lien. Le lien entre les citoyens et l'État, c'est le fait que vous payez des taxes et des impôts et en contrepartie, vous demandez des services. Mais ça, ce n'est pas le fait du hasard. Dans la psychologie des politiciens, il fallait rendre les citoyens irresponsables pour qu'ils ne demandent rien du tout. La seule chose qui réveille les gens aujourd'hui, c'est Internet. En fait, pendant 60 ans, on a endormi de manière systématique les citoyens. Aujourd'hui, chaque fois que j'en parle, je le dis, il faut que nous recréions un écosystème de gestion responsable. Ce que moi j'appelle le pacte patriotique, où les citoyens savent qu'ils ont des devoirs vis-à-vis de l'État et ils ont des droits. Et c'est pour ça que je disais, au-delà des différentes discussions que l'on peut avoir, à un moment donné, il faut avoir une discussion citoyenne. Quelle république nous voulons être en mesure de mettre en place? Alors, on va chuter par cette question, puisque nous y sommes déjà, Covid nous tient presque en haleine, on va chuter par là. Quel est, à votre avis, un meilleur dessin du Congo post-Covid? Puisque déjà avant, la situation était peu reluisante. Mais maintenant, après Covid, on s'est rendu compte de nos faiblesses. C'est-à-dire, la pandémie nous a permis vraiment de voir à quel point on était hyper faible. Mais maintenant, Al Kitenge, en tant que stratège sur les questions économiques, quel serait, à votre avis, le meilleur schéma
pour une République démocratique du Congo capable d'être émergent. C'est vrai, Haute-Front nous a chanté à l'émergence à l'horizon 2030. Des choses qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Maintenant, à votre avis, quel serait le schéma convenable pour que d'ici, c'est justement 2030 là, qu'on soit du moins sur le rail pour atteindre... D'abord, la première question, c'est qu'on n'est pas post-Covid, on est encore dans on est encore dans la Covid. Donc moi, je dis, quel Congo au-delà du Covid oui. Un Congo qui se ruralise avec intelligence. Okay. Ça veut dire qui investit le maximum d'argent dans les milieux ruraux pour que nous soyons en mesure de produire notre propre économie et nos propres biens. Un Congo qui devient le leader africain de l'énergie. Vous avez parlé de la zone de libre-échange économique continentale. Nous, ce que nous allons apporter là-dedans, c'est l'énergie. Et cette énergie, c'est des centaines de milliards de dollars. Et donc, ça doit être notre agenda numéro 1. Mais est-ce qu'on en a encore la capacité? Parce qu'autrefois, c'est nous qui fournissions. Non, maintenant, nous avons une grande capacité qui n'est pas exploitée. Qui n'est pas exploitée, exactement. Inga, aujourd'hui Mpioka et Matadi, vous savez, on a découvert qu'en Mpioka et Matadi, il y a presque autant de potentiel énergétique qu'à Inga. De quoi devenir fou. Lorsqu'on prend toute la République en solaire et en énergie hydroélectrique, nous sommes au-delà de 200 gigawatts. Ça n'existe nulle part au monde par tête d'habitant. C'est ça notre force. Et donc nous devons être en mesure d'attirer des opérateurs économiques avec lesquels on va travailler du point de vue technique et financier pour être en mesure de convertir ce potentiel en réalité économique. Et être en mesure de distribuer l'énergie électrique sur toute l'étendue de la République et décentraliser. À partir du moment où nous allons décentraliser, on aura des provinces beaucoup plus performantes que d'autres, non pas parce que celles qui sont performantes ont des ressources, mais parce qu'elles ont des hommes intelligents, des leaders capables de faire avancer les choses. On doit taire les ambitions exagérées des hommes politiques à vouloir nous prendre en otage. Il va falloir qu'on accepte de respecter les différents métiers. Il y a des sociologues, il y a des philosophes, il y a des scientifiques de tous ordres, il y a des opérateurs économiques et il y a des hommes politiques, ceux qui choisissent de servir la nation par le service public. Et à mon avis, l'une des choses qui peut réellement nous permettre d'avancer, c'est d'avoir un code citoyen. Un code citoyen qui va nous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas, ce que tu dois faire, ce que tu ne peux pas faire. Et pour ça, je pense que la renaissance de la justice est quelque chose d'important. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alki Tembeli. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous qui nous avez suivis. C'est peut-être pas la fin parce que, comme notre invité vient de le dire, nous sommes encore en plein Covid. Il a donné ses pistes de solutions, mais moi, en tout cas, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses. J'avais une vision assez différente, mais j'en ai ajouté quelque chose aujourd'hui. On se retrouvera pour le prochain Prime. On va continuer avec cette série, le Congo post-Covid ou encore le Congo, je corrige aujourd'hui, comme il vient de me le dire, le Congo au-delà du Covid. C'était un plaisir. On se retrouve très prochainement et excellente suite sur les antennes d'Héritage Radio-Télévision. Au revoir.